Bienvenue dans ce nouvel épisode de Build with AI. Aujourd'hui, je reçois Louis, le CTO et cofondateur de Dialogue, un assistant shopping qui gère des centaines de milliers de conversations par mois pour plus de 200 sites e-commerce. Ils ont démarré avec un RAG basique, ce qui leur permet de signer leurs premiers clients, mais rapidement, ils ont dû trouver une solution au problème du scale. Des catalogues produits qui explosent, et donc les challenges que ça pose sur le RAG. Traiter un volume d'utilisateurs toujours plus grand, des requêtes toujours plus diverses en gardant une latence faible. Et enfin, comment construire des évals pour mettre des critères objectifs sur un agent et s'assurer à la fois de sa qualité, mais aussi l'emmener dans la bonne direction. J'espère que cet épisode vous plaira. Bon épisode. Merci Louis d'être avec nous et bienvenue. Merci Pierre, hyper content d'être avec vous. Super. Déjà, est-ce qu'on peut commencer par présenter Dialogue pour ceux qui ne connaissent pas? Yes, du coup, Dialogue, on est une boîte de EXA 2022. Ouais. Mais ça fait depuis début 2024 qu'on travaille sur des sujets d'IA conversationnelle dans le e-commerce. Et donc concrètement, on a envie de proposer ce qui existe depuis longtemps avec le vendeur en magasin, dans votre magasin du coin, mais sur Internet, avec du coup un agent conversationnel qui est capable de répondre aux questions qu'on se pose et de guider les clients vers l'achat sur Internet. Ok, et du coup, en une phrase, un peu qu'on comprenne... je sais pas, le volume de conversation que vous brassez, l'impact que vous avez pour vos clients. Est-ce que tu peux me faire une phrase avec tous vos chiffres, peut-être, les chiffres clés? Ouais, aujourd'hui, on a plus de 200 sites e-commerce sur lesquels Dialogue est live, avec une centaine de clients payants, et on a une petite partie freemium qui nous permet d'avoir un peu de volume. En termes de conversation par mois, je perds un peu les chiffres, mais on a plusieurs centaines de milliers par mois. Je pense que vous avez largement dépassé les millions. Ouais, on a largement dépassé le million de conversations depuis le début de Dialogue, et aujourd'hui on a plusieurs centaines de milliers par mois, surtout en fin d'année là. Okay. Donc voilà un peu les gros chiffres. Et l'impact, tu vois, si un commerçant... Et l'impact, donc du coup on essaye au maximum en fonction, quand le volume le permet, de faire des A/B tests sur les sites. Nous on vise, ce qu'on a pu établir sur certains clients, c'est plus de 10% d'augmentation de la conversion par rapport à des versions sans Dialogue. Donc sur des belles volumétries, ça commence à faire des beaux gains de taux de conversion grâce à Dialogue. Ok, trop bien. Déjà bravo, c'est super. Est-ce que tu peux du coup... Donc ce que je te propose, c'est qu'on essaie de raconter un peu comment Dialogue a démarré d'un point de vue texte que vous avez construit en premier, et qu'on suive un peu dans cette histoire-là les problèmes que tu as rencontrés, quand vous les avez résolus, qu'on essaie de vulgariser un peu, parce que je connais pas tous les sujets dont tu vas parler, et l'idée c'est aussi de faire une vidéo qui explique aux gens un peu comment marche un agent conversationnel, ce qu'il y a en dessous. Et puis aussi d'avoir un peu les histoires marrantes. J'imagine qu'il y a plein de trucs marrants qui vous sont arrivés. On pourra parler au fur et à mesure, quoi. Donc vas-y, raconte-moi. Alors Dialogue, du coup tu me disais 2024, vous démarrez avec l'idée. Ouais, on s'est lancé à un moment où, si je dis pas de bêtises, GPT-4, alors venait pas de sortir, mais peut-être 1 ou 2 mois avant. C'est un peu ce qui nous a... C'est le moment où je dirais que la partie LLM commence à être assez intelligente pour se dire ok, je vais le mettre devant... des end-users en masse, et ça devrait à peu près marcher. Donc ça devenait un peu concret de pouvoir réaliser des agents un peu at scale. Et nous, on s'est lancé dans un contexte un peu particulier au sein d'Exam, où on avait besoin d'aller hyper vite en prod et de convaincre assez vite des clients pour prouver la valeur de ce qu'on voulait faire. Et bon, c'était aussi à une époque où GPT-4 était assez cher au token. C'était pas forcément hyper viable économiquement, mais bon, on avait quand même déjà... Vous avez fait le bon pari. Ouais, l'idée que les prix allaient baisser, etc., et qu'il fallait pas trop s'embêter avec ça, ce qui est toujours vrai aujourd'hui et ce qui ne fait que se vérifier. Et donc, on avait besoin de se lancer vite et d'aller vite en prod. Donc, on a eu en gros 3 mois pour construire un truc qui soit installable facilement par des e-commerçants et qui, dès le début, fonctionne, soit capable de répondre à des questions sur les fiches produits des e-commerçants, parce qu'on a vraiment commencé par faire Dialogue sur les fiches produits, même si le but c'est d'être sur tout le site e-commerce, répondre aux questions produits sur les fiches produits. Et donc on a commencé hyper basique, en faisant vraiment le RAG tel que si tu fais un tuto sur LangChain ou sur un autre framework IA, tu trouveras. Donc tu as une requête de l'utilisateur, tu as un message de l'utilisateur, tu vas chercher dans ta base de données, dans une base de données vectorielle, les messages qui sont sémantiquement proches, les documents qui sont sémantiquement proches, et tu vas les mettre dans le contexte de ton LLM pour générer ta réponse finale.
Okay. Donc c'est vraiment c'était vraiment le tuto LangChain en quelques lignes de code qu'on a mis en prod, qu'on essaie de mettre en prod le plus vite possible. Et nous, on se concentre plutôt sur la partie automatiser tout ça pour le marchand Shopify, donc l'import de ces documents, etc. Ouais, ça, c'était les 3 premiers mois en 2024, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Ok, Exactement. et du coup, vous aviez déjà du coup, j'imagine qu'en parallèle, Antoine, du coup, le CEO, cherchait des clients, vous aviez déjà des conversations, vous en étiez où? Ouais, on a pas mal co-construit avec nos premiers clients, donc on était sur le bon timing par rapport aux e-commerçants. Je pense que ça leur parlait pas mal, donc les e-commerçants étaient assez convaincus que c'était cool de voir ce que ça pouvait donner Dialogue. Donc on avait des design partners qui avaient signé avec nous un accord de on vous paye un peu et on vous aide à co-créer Dialogue. Donc en échange, on a des offres commerciales sur un peu le long terme et surtout nos feedbacks sont pris en compte de manière hyper importante dans l'outil. Et donc on avait déjà une petite dizaine de design partners qui étaient tous sur Shopify et qui étaient prêts à utiliser Dialogue dès que notre version était live, quoi, et à qui on pouvait faire des tests régulièrement. Ok, donc après 3 mois après le démarrage d'histoire, vous avez le chat qui répond à la question sur les catalogues produits. Alors on n'a pas le chat sur tous les clients, mais on a le chat sur un premier client. Mais je veux dire, vous avez ça qui est construit, vous avez les 10 clients, et il faut le mettre en prod, quoi. Exactement, les 10 clients, on a la donnée des clients, on est capable de facilement récupérer la donnée, et il faut mettre en prod et construire la partie interface utilisateur qui est quand même importante, et le moteur IA qui fonctionne un minimum. Et quand on parle, du coup, on plongera plus précisément dans ce premier rag un peu basique que vous avez fait et ses problèmes, mais si juste on parle business, il y a un premier truc, moi, qu'on rencontre souvent, et encore plus, je pense, à cette époque-là où c'était les débuts du LLM et où le non-déterministe n'était pas encore vraiment accepté par les clients. Comment ça se passe quand tu as une boîte qui a 3 mois, que tu as fait ton agent un peu bricolé, quoi, on peut le dire. Évidemment, les clients ne le savent pas, mais ils voient que tu es une boîte qui démarre. Comment tu fais pour leur mettre l'agent dans les mains et les convaincre qu'ils peuvent le mettre sur le site et que c'est prêt, quoi? Alors déjà, ça dépend quand même pas mal des clients, des personnes que tu as en face. Ouais. C'est vraiment... Tout le monde n'a pas le même niveau, et dans le e-commerce particulièrement, tu as des gens qui sont très sur l'image de marque, donc qui vont vraiment faire très attention à la réponse, à la moindre imprécision. Tu as des gens qui sont beaucoup plus sur les chiffres, donc en fait, si tu leur montres qu'il y a un incrément de conversion via un A/B test, peu importe un peu ce que dit l'IA, et on pourra reparler sur la partie évaluation, mais leur métrique, c'est vraiment est-ce que ça augmente mon taux de conversion, et en fait, la qualité de la réponse, c'est pas ça qui les intéresse. Quoi. Pour eux, c'est juste un proxy. Et donc, on a eu un peu les deux au début. On avait des gens qui étaient assez partants pour tester, et s'il y avait et plutôt prouvé par un A/B test que ça marchait. Et qu'en fait, le fait de faire juste 2-3 tests un peu manuels, que l'IA répondait bien sur 2-3 cas, les rassurait suffisamment. Tu as des gens qui ont fait beaucoup de tests, notamment en interne, avec des experts métiers chez eux, parce que nous, on n'a pas tout le temps le recul pour dire, surtout au début, est-ce que c'est une bonne réponse ou pas, on n'a pas de framework d'évaluation en place. Et donc, c'est... Enfin, au début, on avait testé avec GPT 3.5 Turbo, je crois, à l'époque, ça s'appelait. Et la réponse, souvent, c'était on branchait juste GPT 4 quand on avait besoin d'être meilleur, quoi. Ok, excellent. Et donc, si tu nous parles un peu de ce premier rag, donc peut-être, je pense qu'on aura une audience qui sait ce que c'est qu'un rag, mais si on essaie de faire juste une phrase pour expliquer le rag, tu as parlé un peu de recherche sémantique, tu peux expliquer rapidement comment ça marche? Le rag, et d'ailleurs, je vais un peu exclure la partie recherche sémantique du truc, c'est comment tu récupères dans une base de données les documents, enfin les extraits de texte pertinents à mettre dans le contexte d'un LLM pour répondre à une question. Ok, et donc cette première version, elle tourne. Quel résultat, à quel moment vous vous dites qu'il faudrait qu'on fasse mieux? Est-ce que ça marchait bien déjà? Elle tourne, alors les premiers trucs qu'on se dit, c'est qui sautent un peu aux yeux. Donc il y avait quand même ce truc, moi je regardais quand même le prix du token, je me dis est-ce qu'on peut vraiment brancher GPT-4 à chaque fois? Est-ce qu'on va pas se faire challenger là-dessus? Donc c'est vrai que ça a beaucoup baissé, mais je me disais quand même que c'est quand même dommage de répondre à toutes les questions avec GPT-4, alors que parfois il y a des questions où les gens ils disent juste bonjour, et en fait là t'as pas besoin t'as ni besoin de GPT-4 ni besoin de RAG en fait sur des questions comme ça. Et on avait quand même quelques hallucinations. Et donc du coup, sur la première partie, je suis vite allé vers le fait de mettre en place du routing, qui va en fait par la suite devenir un composant assez clé, mais dire en fait toutes les requêtes ne doivent pas être traitées de la même manière par mon agent derrière. Et donc j'ai envie de les classifier en fonction de est-ce que ma requête est un truc qui est en rapport avec le site de mon client, est-ce que ça n'a aucun rapport, et ça te permet aussi de gérer les trolls et d'éviter de payer hyper cher des requêtes pour des gens qui viennent juste pour tester ton IA.
Donc ça a été le premier truc au début, le routing, c'était de savoir est-ce que je suis sur une question produit ou est-ce que je suis sur une question qui n'a aucun rapport avec le store. Ok, et ça juste pour... donc, la personne pose la question, vous avez une première brique, je mets un LLM qui se dit est-ce que ça c'est hors sujet ou pas. Exactement. Et dans ta classification, à l'époque, et même aujourd'hui, t'as juste, sur un e-commerce, c'est quoi? Est-ce que c'est hors sujet, c'est un troll, et du coup je lui réponds pas et, au début c'était très basique, c'était est-ce que ça a un rapport avec le store e-commerce ou pas. Et ensuite derrière dans la question store e-commerce, est-ce que c'est lié à un produit en particulier? Est-ce que c'est lié à un groupe de produits ou à une recherche plus large? Est-ce que c'est lié plutôt au ce qu'on appelle store policies, donc politique de retour, politique de paiement, etc. etc. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près ça qu'on a. Ok, donc ça affine pour essayer d'envoyer dans le bon tuyau derrière qui aura l'expertise. Ok, et donc première étape, le classifier. Exactement, donc il y a eu ça, et ensuite sur la partie. Donc ça répond pas mal au problème de ok, je crame pas des tokens hyper chers sur des questions qui ont peu de valeur. Et ensuite sur la partie hallucination et aussi taille du contexte. Donc en fait, les hallucinations, globalement, t'as un peu deux trucs, c'est soit t'as pas réussi à construire le bon contexte, donc t'as loupé un document alors que tu l'avais, ou tu peux aussi avoir des cas où tu l'as pas, mais là c'est plus un problème métier. Soit t'as un contexte qui est un peu gros et le LLM s'y perd un peu, et surtout GPT-4 il se perdait quand même pas mal sur des gros contextes. Et donc du coup là le sujet c'est comment tu fais pour sélectionner peu de documents mais qui sont tous pertinents, mais les bons exactement. Et là un des premiers trucs que j'ai fait c'est mettre en place un concept de re-ranking. Donc en fait au lieu d'avoir un RAG où la partie retrieval, c'était je vais récupérer 10 documents, parce que c'est à peu près la bonne taille de contexte, que je vais donner à l'IA et je vais faire juste une étape. En fait, on fait en deux parties. D'abord, on récupère avec une recherche sémantique assez large une centaine de documents. Et ensuite, on a un modèle spécialisé dont le but est, étant donné une question en entrée et un set de 100 documents en l'occurrence, de sortir les 10 documents les plus pertinents pour répondre à la question. Donc ça, c'est un modèle qu'on appelle de re-ranking qui est fait pour re-rank tes documents. Et qui nous a permis de créer des contextes pas trop gros. 10 documents, en fait, c'est des extraits de documents, pour être même précis. Et donc 10 extraits de documents, c'est pas trop gros. Et avec le re-ranker, on arrivait à avoir une meilleure précision sur les documents qu'on récupère, et donc du coup, moins avoir ce côté du LLM qui se perd dans une masse de documents pas tout le temps pertinents pour arriver à la réponse. Ok, et ça, donc, t'as donc le RAG démarre, vous faites la recherche sémantique. Donc la recherche sémantique, c'est la requête arrive, donc la question du client arrive, vous l'envoyez dans le bon tuyau avec le premier classifier, on embed la requête. Exactement. Et on fait une recherche dans ta base de données pour trouver les morceaux de documents, donc les chunks qui sont proches de celui-là. Et ensuite, toi, tu re-rank pour te dire, pour essayer de faire une deuxième passe. Exactement. Un peu pour améliorer cette sélection de documents. Exactement. Et après, l'autre truc aussi qui a pas mal, qu'on a mis en place relativement tôt et qui est assez clé, c'est en fait, tu peux pas envoyer telle quelle la requête de l'utilisateur sans la retravailler, parce que l'utilisateur il pose sa question, notamment nous sur une fiche produit d'un site e-commerce, donc lui dans sa tête c'est hyper clair tout le contexte qu'il y a autour. Donc il dit, on travaille beaucoup avec la cosmétique, il dit est-ce que c'est bien pour ma peau grasse, mais c'est qui, de quoi on parle en fait exactement. Si on envoie juste ça brut, on n'a aucune manière de tomber sur le bon produit par chance. Donc on a besoin un peu de rephrase les queries de l'utilisateur. Ça, il y a plusieurs techniques qui existent. Nous, on a pas mal utilisé une technique qui s'appelle HYDE, Hypothetical Document Embedding, où en fait l'idée, c'est de générer une réponse à la requête de l'utilisateur et plutôt de faire la recherche sémantique en trouvant des documents qui sont proches de cette réponse. On génère la réponse sans aucun contexte et on va chercher des documents qui sont proches en se disant en fait les LLM sont bons à inventer des trucs probables et même si la réponse n'est pas du tout basée sur des vrais trucs, ça sera sémantiquement proche de la bonne réponse qui est dans mes documents. Et ça marche, ça donne des plutôt bons résultats dans un premier temps. Et après, il y a plein d'autres techniques qu'on a testées. Tu peux juste avoir envie de rephrase pour faire des trucs qui ressemblent plus à ce qu'on pourrait mettre dans un moteur de recherche, en fait. De juste les mots-clés importants de la requête pour enlever tout le bruit qu'il peut y avoir. Rajouter aussi, nous, du contexte qui vient de la fiche produit, de ce qu'on sait sur l'utilisateur. Il est en train de naviguer sur telle fiche produit. Ok, si on discute du HYDE spécifiquement, donc l'utilisateur fait une question, vous dites, déjà il y a un premier truc qui me semble clé si je comprends bien, c'est qu'en fait vous dans votre base documentaire, ce que vous avez c'est des documents de réponse, pas de questions. Et la recherche elle est sémantique, donc c'est une question de similarité entre la question et les documents. Et donc, comme tu as une base de réponse, il faut que tu cherches une similarité sur une réponse probable. Exactement. Sachant que tu peux aussi avoir... c'est des techniques qui se comparent, ça va dépendre du use case, mais tu peux aussi avoir une technique
T'aurais pu faire une base de questions, quoi. Exactement, enfin une base de questions avec les réponses, mais du coup de plutôt travailler sur les embeddings des questions pour comparer deux questions entre elles. Les deux, c'est à évaluer. Okay. Et comment vous avez choisi de faire des similarités plutôt sur la réponse que sur la question? En fait, c'est plus simple de juste... Enfin, si on faisait la similarité... Enfin, moi, ça me semblait plus simple, en tout cas à l'époque. À l'ingestion, si tu es obligé de générer des questions pour chacun des extraits de documents, bah ça... potentiellement, ça te fait du travail en amont. C'est du travail en amont. Bon, après, ce que tu fais au final quand les gens génèrent la requête, mais c'est vrai que c'était plus simple à plugger de juste dire, OK, de toute façon, la requête, il faut que je la rephrase. Je pense dans tous les cas, tu as besoin d'un minimum de rephrasing sur ta requête. Et après, à l'époque, on n'avait pas vraiment évalué les deux approches. On a juste vu un gain évident. À l'époque, on était vraiment, est-ce qu'il y a un gain évident que moi je ressens quand je fais mes tests à la main? Et on l'a vu sur la première technique qu'on a testée qui était le hide. Donc on l'a mis en place. OK. Et sur le hide, donc il y a cet enjeu de matcher plutôt une réponse probable avec des réponses valides et de choisir la bonne réponse valide ou de reconstruire une réponse valide. Est-ce que l'intérêt aussi de rephrase cette question, dans la réponse, tu essaies de capturer l'historique, tu parlais de la contexte du site, tu vois l'historique de la conversation, parce que j'imagine si je fais une similarité sur des questions où j'envoie juste avec des réponses, il faut aussi que j'arrive à capturer l'historique. Ouais, tu as besoin d'historique, ça c'est pas évident parce que pour un peu trouver la bonne heuristique qui marche bien. Effectivement, tu as forcément besoin d'un minimum d'historique parce que très souvent nos phrases font référence les questions font référence à des questions qui ont eu lieu avant ou même juste à la réponse précédente. Donc il faut trouver la bonne taille de fenêtre qui, dans le cas de ton client, de ton industrie, fait sens à garder. Et parce que tu n'as pas non plus envie qu'un historique un peu ancien vienne polluer ton rephrasing un peu à tort. Sauf que le rephrasing, c'est un truc que tu fais. Il y a un risque. Nous, on le fait avec des modèles assez petits, parce que ça vient. Si tu fais la somme des trucs, tu as le routeur, qui nous était un LLM, pourrait très bien être un modèle plus petit, mais c'est un petit LLM. Le rephrasing, qui était aussi un petit LLM, et après, tu as la génération qui est plutôt un gros LLM. Le rephrasing, c'est le hide. Ouais, le rephrasing, c'est le hide. Mais donc, du coup, c'est plutôt des petits modèles. Donc, pareil, t'as pas envie d'avoir un contexte qui est trop gros, t'as envie de maîtriser un peu ça, quoi. Oui. Et je me dis que t'as un risque de drift, ce que tu décrivais sur t'inclus une mauvaise historique, et si tu tiens un LLM qui est petit, qui est plus rapide, il est moins smart, entre guillemets, tu fais Exactement. des phrasing mauvais. Ok, donc vous avez le RAG classique au démarrage, vous mettez en prod avec des clients. Les clients, vous les convainquez parce qu'ils arrivent à tester, ils se convainquent que c'est le bon tone of voice pour certains, ou pour d'autres, ils ont été OK pour mettre en prod et avoir une approche plus expérimentale. Et là, vous commencez tout de suite à beaucoup plus complexifier, donc vous mettez des étapes en plus. Donc la classification pour essayer de mettre en place des guardrails, un peu d'éliminer les trolls, d'être sûr que vous ne donnez pas de conseils médicaux, par exemple, j'imagine. Exactement. Le hide pour améliorer la qualité du retrieval des documents choisis. Et de se dire, en fait, je ne vais pas matcher des questions avec des documents qui contiennent des réponses, mais plutôt une réponse un peu devinée qui matchera avec des documents. Le re-ranker, qui permet de se dire, j'ai, 100 documents qui sont envoyés, je les reclasse pour avoir les meilleurs. Et ensuite, il y a un LM qui reprend la question de l'utilisateur. Qui reprend l'historique pour garder un peu le côté chat et bien comprendre ce qu'il y a. Qui prend le contexte qui est post-re-ranking. Et un système prompt sur lequel on a un peu itéré et qui génère la réponse finale de l'IA. Ok, et un point dont on n'a pas discuté, c'est la manière dont tu mets les documents dans la base de données. Tu peux nous dire un peu ce que c'est déjà, quelles données vous avez en input? Est-ce qu'il y a besoin de la retravailler? Tu vois, je me dis que c'est des catalogues produits, du coup. Donc en input, on a le catalogue produit, donc ça c'est un produit, les collections auxquelles il appartient, les variantes que possède ce produit, sa description, et après ça dépend vachement des e-commerçants. À quel point ils ont travaillé la classification de leurs produits. Donc il y en a où tu as vraiment un système de metadata qui est très très riche, avec beaucoup d'informations sur les produits. Donc c'est là-dessus que Dialog va souvent mieux marcher. Et après tu as les articles de blog, en l'occurrence Shopify, mais la plupart des moteurs e-commerce permettent de facilement hoster des blogs, et ça fait partie de la stratégie des clients. C'était un peu du matériel SEO inutilisé une fois que c'était live, ça vivait plus forcément. Mais il y a plein de trucs qui sont hyper utiles en fait pour qu'un LM réponde bien sur des guides d'achat, des trucs de comparaison et tout. Donc nous on a ça aussi. Et après toutes les pages du site qu'on peut récupérer le plus facilement possible, FAQ, etc. Est-ce que vous avez besoin de retravailler tous ces documents-là? Tu vois, par exemple, le catalogue, il est déjà bien avec les bonnes métadatas. Donc ça pareil, on a un peu itéré. Au début, c'était un peu brut. Après, tu te rends compte que dans la manière, effectivement, tu veux pas sur un produit. Si je prends l'exemple juste sur qu'est-ce qu'on récupère sur quel il y a un produit, donc plutôt les infos de la fiche produit. Ça peut être très gros, et donc tu veux pas récupérer tout le temps l'entièreté des infos produits quand tu fais une réponse. Donc il y a un concept qu'on appelle le chunking, qui consiste à
découper tes documents. Donc, nous, on n'a pas énormément itéré sur cette partie-là aujourd'hui. Ça ne semble pas être un truc qui est hyper limitant pour nous, mais tu peux décider que ça soit 128, enfin souvent c'est en token, donc 128 tokens, 256 tokens, 512 tokens. Tu as des manières différentes de chunker. Est-ce que tu prends des bouts de phrases? Est-ce que tu essayes de... Tu as des chunky, enfin si tu as des... On n'a pas trop ça, mais tu peux avoir ça si tu as du... Parfois on récupère des descriptions enrichies avec du HTML. Donc tu as aussi des chunkers un peu qui comprennent le code et qui sont capables de te splitter ton document initial en bouts HTML qui font sens, ce qui peut être utile, parce que si tu as une structure dans le document HTML, ça peut être utile de chunker selon cette structure et pas de couper au milieu d'un paragraphe. Donc il y a plus ou moins de techniques avancées. Nous, on a fait quand même un truc assez basique là-dessus. Juste la taille, je crois que c'est, j'ai même plus en tête, mais 256 ou 512 tokens, donc c'est des... Vous avez juste, donc, le catalogue, vous le prenez, vous le découpez, on le chunk et après on a couper de sorte que ça fasse sens, quoi. En fait, on a un peu itéré là-dessus. Donc au début, c'est pas évident de trouver les trucs qui font sens. T'as quand même des trucs qui te permettent de, enfin des algos qui existent déjà un peu sur l'étagère de chunking qui te permettent de couper en fin de phrase et pas, tu vois, de laisser un peu plus de tokens, de pas être juste en nombre de tokens bête et méchant. Donc couper en fin de phrase typiquement ou en fin de paragraphe qui voit les sauts de ligne, etc. Et après, tu vas aller un peu plus loin. Nous, on s'est vite rendu compte que au sein d'un produit, dans la manière dont c'est géré par la plupart des moteurs e-commerce, il peut y avoir des trucs ça peut être intéressant de splitter les documents de manière intelligente d'abord et un peu de dire d'abord il y a la description, le titre et je sais pas les variantes. Ça c'est un peu un truc qu'on retrouve sur tous les produits. On va faire un gros document qu'on va chunker. Comme ça on est à peu près sûr de trouver des informations proches. Tu peux expliquer ça? Donc le catalogue évidemment c'est quelque chose de standard. Tu as un titre, une description, des produits, des filtres, j'imagine. Exactement. Et toi, tu dis on va le chunker pour séparer le titre. En fait, on va commencer par séparer en unités logiques d'une fiche produit. Donc sur la fiche produit, tu as la description, enfin le titre, la description, après tu as les collections auxquelles appartient le produit, etc. Et en fait, de commencer par séparer, nous, de manière déterministe et high level, la fiche produit dans ces différents grands ensembles qu'on a identifiés. Et ensuite, dans ces ensembles-là, appliquer le chunking. Pour qu'au moins, t'aies pas, en gros... la fin de la description produit qui se retrouve dans le même chunk que le début de la description des collections. Tu vois, tu dis j'arrive à la fin de la description de produit, ça me termine un chunk. C'est pour être sûr de faire des chunks qui ont du sens indépendamment. Exactement. Parce que quand t'en parlais, du coup, moi, ce qui m'interpellait, c'est que je me disais, mais moi, j'aurais plutôt essayé. Donc, les chunks, à chaque fois, depuis tout à l'heure, on parle de retriever dans la base de données, de récupérer dans la base de données des documents. En fait, c'est des chunks. En réalité, c'est des morceaux de documents. Donc, les chunks dont on parle depuis tout à l'heure, c'est de se dire, moi, j'ai un article de blog ou une fiche produit qui rentre pas dans une cellule de la base de données. Je vais la couper pour que ça rentre dans la cellule. Et si je coupe au milieu d'une phrase, potentiellement, le LLM, quand il reçoit ce document seul, il comprend pas, il perd le contexte. Et du coup, j'aurais supposé que tu essaierais de redécouper la fiche produit, mais de garder la fiche produit dans un seul chunk, quelque part. Non, ça reste trop gros. Alors, on a testé des trucs ou des résumés de fiches produits, parce que les descriptions sont rarement en fait, des bons résumés de la fiche produit, enfin, des descriptions fournies par les commerçants. Donc, on a essayé des trucs de résumer les fiches produits, mais ça n'a pas si bien marché que ça. Et bon, je pense que ça dépend quand même beaucoup du catalogue. Et nous, on essaie de faire un truc qui s'abstrait quand même de la particularité des clients. Donc non, au final, on est sur un truc... Et après, bon, tu as d'autres techniques. Tu peux avoir de l'overlap entre tes chunks, ce qui te permet d'avoir plus de chances de retrieve le début d'une phrase et la suite. Oui, bien sûr. Et pour quand ça fait sens, de récupérer le texte entier. Et après, nous, des trucs qui sont... T'as des métadatas que tu veux ajouter à tous tes chunks, en fait. Donc, dans le cadre d'une fiche produit, en fait, le nom du produit, tu veux que ça représente tous les chunks, pour que ce soit hyper clair dans la sémantique que le bout de description qui est extrait, il fait référence à tel produit. Et ça, tu mets dans le chunk, ou c'est un index séparé, ou un filtre séparé? Ça, nous, on le met dans le chunk, et c'est contenu dans l'embedding pour... en fait, toutes les recherches qui vont mentionner explicitement le produit... Parce que tu pourras avoir un premier layer de recherche qui identifie juste des documents pertinents. Par exemple, si tu as le nom d'un produit, tu retrouves tous les documents qui sont en rapport avec ce produit-là parce que tu sais que ceux-là sont importants. Oui, ça dépend. Nous, quand on est sur le contexte d'une fiche produit, on a aussi ce filtre-là qui suffit, qui est juste de dire je récupère que les documents dans tous les cas, je récupère des documents qui sont liés au produit, un minimum. Et après, là, c'est plus quand tu vas faire des questions un peu plus complexes qui concernent tout le catalogue, où tu as besoin que ce soit explicite à un moment dans le doc que ça se réfère à c'est que en fait si la question n'a pas un filtre méga précis que vous avez pu prédire, ça marche pas. Typiquement, est-ce qu'une bonne question, donc on va voir si j'ai bien compris, une question serait typiquement, on parle de la cosmétique, la question que tu disais, quelle crème hydratante serait bonne pour moi
En fait, il faudrait que, ou avec quelques critères, il faudrait que ces critères soient déjà dans les filtres pour que ça marche. Vous n'êtes pas capable de prendre. Et en plus, lui, il faut qu'il soit capable de prendre plusieurs produits différents. Exactement. Et de voir un peu les comparer, en fait. Des cas qu'on a très clairement eu, c'est quelle crème hydratante est bien pour la peau sèche. Ouais. Tu as un extrait de document qui dit la crème A est super pour la peau sèche. T'en as un mais c'est pas, en fait, oui, cette crème est super pour la peau sèche, mais c'est pas le titre de la crème n'est pas explicitement dans le document, donc du coup tu dis. Et potentiellement, tu as un article de blog qui lui explique comment choisir une bonne crème pour la peau sèche, et tu utilises cet article-là pour ensuite choisir parmi les autres produits qui sont crème peau sèche. Exactement. Et après, l'autre truc qu'on a fait pour enrichir un peu ces produits, donc pour sortir de la fiche produit, sur les articles de blog, tu as souvent pas mal de produits qui sont cités. Nous, c'était important qu'on soit capable. Enfin, c'est intéressant pour rendre plus facile le travail du LLM que parfois les liens soient explicites. En fait, de dire tel article de blog, je link explicitement un produit. Et ça, c'est tout un travail que tu fais avant l'ingestion, mais ça peut être arbitrairement compliqué. Et c'est des trucs sur lesquels on fait. Évidemment, il y a plein de choses à faire, faire des liens un peu explicites entre un article de blog et un produit pour que derrière, ça te facilite dans le code, en fait, d'avoir des ID explicites. C'est toujours plus simple que de demander à un LLM devine de quel produit on parle. Ça t'évite des étapes au runtime et tu gardes tout ça pour l'ingestion. Comme ça, tu peux faire des trucs. Tu peux aussi aller sur Internet. Au moment de l'ingestion, essayer d'enrichir des fiches produits si tu veux. Enfin, tu peux faire énormément de choses. Ouais. Ah oui, au moment de l'ingestion, ouais. Ok, et quand on parle de... Pardon, je bloquais parce que je me disais, mais c'est vrai qu'en fait, toi, tu pourrais imaginer des use cases et dans ton système prompt, savoir que ça, c'est pas un use case juste de trouver le bon produit, c'est un use case de conseil. Et donc, je vais faire une recherche sur Internet pour faire un conseil tiers pour ensuite... Mais ok, et là, on a beaucoup parlé de votre méthode de RAG, Anthony, classique. Moi, j'ai entendu parler aussi de GraphRag, de LightRag. C'est des choses que vous avez regardées aussi. Déjà, si tu peux expliquer les trois méthodes en deux phrases pour un béotien. LightRag, je l'ai pas. Je suis pas sûr de voir ce que tu mets derrière. Bon, GraphRag, l'idée c'est de construire derrière, ce qui va changer, c'est la manière dont tu organises ta donnée et comment et donc du coup comment tu la retrieves. Ouais. Donc je sais pas. Et en fait, dans l'effet, tu peux tout mixer. Hein. Tu peux avoir tu peux avoir une recherche en graphe. Tu peux avoir une recherche en graphe que tu complètes avec une recherche purement sémantique, que tu peux compléter avec une recherche plus avec les algos qui existaient avant BM25 ou TF-IDF, qui sont les algos de recherche textuelle classique, et mixer tout ça et te servir de tout ça pour mettre ton contexte et avoir un re-ranker qui re-rank l'output de tes quatre manières de rechercher différentes. Tu peux vraiment les composer et tout ça, c'est du RAG. Je suis pas hyper pro sur faire des grosses finalement différences entre les trucs. Je le vois plus comme tu as une requête en entrée, tout le monde a ça. Tu as un historique de chat, tout le monde a ça. Et la question, c'est comment tu crées le bon subset de documents pour arriver à ça. Et après, les moyens que tu arrives derrière, ça dépend de ton contexte, et tu peux composer arbitrairement comme tu veux pour arriver à ce résultat-là. Donc du coup, l'idée du GraphRag, c'est de créer un knowledge graph, d'avoir... C'est de relier des concepts. Pardon ? C'est de créer des concepts, de les relier entre eux, de dire là j'ai un concept d'ingrédient pour mes produits, j'ai un concept de collection, de discount, et ces trucs-là sont liés à des produits. Et quand je vais retrieve, je vais explorer le graphe pour trouver les documents qui font sens par rapport à la question. Et qui a peut-être plus de sens dans un contexte de raisonnement entre des entités qui sont plus disjointes, alors que vous, comme c'est un catalogue qui est comme déjà bien organisé avant, il y a moins besoin de faire des liens entre des documents séparés peut-être. Alors nous, c'est un truc qu'on a envie, alors qu'on n'a pas encore exploré, qu'on a envie d'explorer, qu'on a eu envie d'explorer, que pour l'instant on a un peu laissé de côté. Le bon truc qu'on a eu entre les deux et qui marche bien jusqu'à maintenant, c'est en fait de mixer la recherche sémantique avec la recherche, de leverager les systèmes de filtres classiques des bases de données du type ramène-moi que les produits qui sont, typiquement dans la cosmétique, tu as souvent une notion de préoccupation, typiquement peau sèche. Si l'utilisateur a mis... Et donc les produits qui sont pour la peau sèche sont tagués peau sèche dans les catalogues s'ils sont bien faits, mais souvent les e-commerçants ont déjà fait le travail. Et donc l'idée c'est plutôt de leverager le fait que le catalogue a déjà des filtres, un système de filtres qui existe, et nous de faire un système qui, à partir d'une query du style je cherche une crème pour la peau sèche, extrait le filtre peau sèche et l'applique de la bonne manière dans la base de données pour que la recherche sémantique derrière se fasse que sur les produits qui sont déjà pour la peau sèche. Et le catalogue produit, vous grouperez les filtres qui sont identifiés en catalogue produit, ou vous avez une passe métier un peu de se dire ça c'est de la cosmétique, donc je vais aller chercher ces infos-là dans la description pour les remettre en filtre. Ouais, alors nous aujourd'hui c'est un truc qu'on fait, qu'on cache un peu aux clients parce qu'on n'a pas encore fait l'interface produit qui permette facilement de setup ça.
Mais dans l'idée, le but, c'est de faire ça. C'est en gros qu'un client il soit capable de dire, de définir, que ça reste gérable, les 10 critères de recherche qui existent chez lui, et qui soit. Enfin, bien sûr, on pourrait l'aider à configurer ça avec un agent dans le SaaS Dialogue. Tu peux même le déduire dans Shopify, tu as des filtres. Ouais, tu pourrais. Mais c'est pas évident parce que les gens n'utilisent pas. Enfin, dans Shopify, tu as des collections, tu as des métafiles. Tu peux parfois utiliser les deux de manière un peu interchangeable. Okay. Donc, selon comment les clients ont architecturé leur catalogue, c'est pas évident de proposer un truc qui marche pour tout le monde. Mais oui, dans l'idée, les clients, ils diraient, bah voilà, moi j'ai une recherche par marque, j'ai une recherche par type de peau, par préoccupation, et ces trucs-là sont à tel endroit dans mes produits, et donc du coup, je suis capable de... Nous, après, derrière, on a un algo qui est capable, sachant ça, de transformer une requête textuelle en des filtres pour ma base de données, et de faire cette première étape-là qui revient à chercher... Tu mets du déterminisme un peu dans le... Exact. Ouais, alors pas totalement, parce que la partie qui transforme ta requête utilisateur en filtre et pas déterminisme, parce que c'est pas évident. Oui, c'est vrai. Oui. Mais oui, en tout cas, t'apportes un peu de... T'essaies de mieux contrôler, quoi. T'essaies d'un peu mieux contrôler les documents dans lesquels tu cherches. Si je reprends à nouveau, au début, juste un RAG. Ensuite, classifier pour serveur de guardrail. Le hide pour reformuler, matcher plutôt des réponses avec des réponses plutôt qu'une question avec des réponses. Les documents, ils sont chunkés de manière relativement intelligente pour que ça fasse sens pour un e-commerce, donc avec des produits, avec la notion de description de fiche produit. Derrière, vous ajoutez aussi une notion de filtrage pour mieux contrôler quelque part ce que du LLM, peut-être sur des questions de prix, être sûr de ne pas proposer des produits trop chers sur les questions de prix. Tout ça, donc là, on a fait un gros segment sur le sujet pour bien comprendre. Et ça peut donner l'impression que vous avez tout fait d'un coup. Est-ce que vous avez commencé par quelque chose? Comment tu sais que quand tu as fait une amélioration, elle fonctionne? En fait, au début, les 6 premiers mois, c'était des améliorations qui étaient un peu évidentes, où le gain était évident, et je le mesurais pas de manière très scientifique. Mais c'était empirique. Je me disais, ok, c'est clairement mieux, et clairement, je vois pas de monde où ça implique une régression ailleurs. Okay, donc concrètement, toi, tu posais la question et tu regardais les logs. Je regardais un peu les logs, je demandais aux clients de tester. Enfin, c'était un peu un mix de tout ça, mais c'était très humain. Je pense qu'une fois qu'on a eu le système que tu viens de décrire en place, on est arrivé à un moment où c'était plus dur de trouver les améliorations et surtout de ne pas casser autre chose ailleurs, parce que tu peux avoir une idée, mais tu te dis, ok, est-ce que ça va pas changer un truc? Et c'est là où le large sujet des évals arrive et où il faut un peu scaler ce truc-là. Et donc c'est le moment où on s'est dit, ok, il faut passer sur des vraies évaluations au sens de donner un score et une métrique à la performance de notre système de RAG. Et c'est déjà pas évident de savoir ce que ça veut dire de mettre une métrique. Le truc était facile, en l'occurrence, pour commencer, c'était la partie classification. C'est un bloc qu'on sait qu'on veut garder. Tu as une input qui est une query utilisateur plus son historique. Ton output, c'est dans laquelle de tes classes tu veux être. Oui, c'est facile de savoir si c'est bon ou pas. C'est facile de savoir si c'est bon ou pas. Il n'y a pas besoin d'expertise métier pour annoter. Et donc, du coup, on a pu, on a mis en place ça, où on a été capable d'évaluer, d'avoir un score. Dans le détail, je pourrais deep dive, mais c'est déjà relativement... j'ai un petit peu de complexité. Et après, l'autre sujet qui est encore plus complexe, c'est comment tu évalues ton RAG vraiment. Et donc là, pareil, tu as une entrée qui est ta query utilisateur plus ton historique. Ta sortie, c'est... Enfin, tu as deux manières de le voir. C'est soit la réponse, l'output, soit n documents, soit juste tes documents. Nous, on considère en gros que le modèle qui fait la réponse, qui génère la réponse, on ne cherche pas à l'évaluer. Je veux dire, là-dessus, on utilise des modèles de providers connus qui changent souvent en plus. Et aujourd'hui, ils sont tous capables, à partir du bon contexte, de fournir une bonne réponse. Donc, on va surtout se concentrer sur comment on trouve les 10 bons documents pour générer la réponse. Et c'est ça qu'on est hyper compliqué en fait, parce que du coup tu peux pas construire le dataset facilement. Exactement. Parce qu'il faut que tu fasses des fausses requêtes et que tu les notes et que tu notes 10 documents par requête. C'est hyper compliqué d'écrire le dataset, il faut de l'expertise métier parfois, en plus souvent. Et les techniques, sans rentrer dans les détails, mais ça tourne autour de LLM as a judge en partie, mais de combinaison de LLM as a judge pour établir pour un panel de requêtes un classement des 10 documents qui marchent bien. Et derrière d'être capable. Mais oui, ça demande déjà pas mal de génération IA pour tout ce qui est LLM as a judge. Ça prend du temps, ça demande un peu d'expertise pour vérifier que c'est bien. Et ok, donc gros sujet, quoi. Ouais, potentiellement un autre épisode. Exactement. C'est ça, okay. Et donc juste sans parler forcément du détail des évals,
Tu peux nous dire, c'était quoi les gros wins en fait, les gros ou les fails dans ce que vous avez fait? Tu vois, si on prend les blogs, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué où tu te dis, tiens. Par quoi moi je commence, tu vois, si j'ai le même AI chat que vous, par quoi je commence, parce que je vais plus. Non, déjà le premier truc c'est de loguer le plus vite possible dans un outil d'observabilité qui marche bien, tes entrées et sorties de chacun de tes composants. Donc tu as plutôt intérêt à être assez micro, c'est-à-dire que nous aujourd'hui on log l'entrée du Rephraser, la sortie du Rephraser, l'entrée du re-ranker. Tu sais jamais quand est-ce que t'en auras dans besoin. les faits, tu pourrais aussi, tu pourrais commencer par juste rentrer ton input et ton historique et tes 10 documents. Si tu as les trucs au milieu et tu décideras en fait plus tard à quel endroit tu veux vraiment mettre ta limite et où est-ce que c'est ta black box et où est-ce que tu évalues. Mais plus tu logs tôt, mieux c'est, plus tu auras d'historique, etc. Et tu pourras toujours, c'est la donnée que tu pourras toujours leverager pour construire un système meilleur par la suite. Tu as intérêt à le faire tôt et à utiliser les bons outils pour ça qui sont faits pour. Ça sur la partie eval c'est le plus important quoi. Sur la partie eval, ouais. Et sur le RAG en lui-même, tu vois, tu peux donner du coup on a l'image du RAG un peu naïf, le RAG plus complexe, on comprend bien qu'il est plus précis dans ses réponses, que potentiellement il hallucine moins. Mais est-ce que vous avez réussi à mettre un chiffre derrière, à vous dire voilà ce qu'on a gagné, quoi, ça va X% plus vite, c'est X% plus précis, ça vend X% mieux? Alors on n'a pas vraiment de chiffre dans le sens où au début on n'avait pas de système d'évaluation tu vois, historique, donc je suis pas capable de dire de combien on est passé. Donc là on commence à en avoir sur des trucs plus récents, mais c'est entre la version 1.2.3 et la version 1.2.4, je suis capable de dire là, a priori, ce qu'on a mis en prod, ça améliore sur le dataset qu'on a construit de X%, mais ça dira rien de ce qu'on a fait depuis le début, quoi. Trop bien. Et t'as parlé un peu du fait de démarrer à loguer tôt. Là, maintenant, si on se faisait un peu la checklist, le starter pack de quelqu'un qui essaie de reconstruire un agent, aujourd'hui, tu lui conseilles quoi? Déjà, mettre en place l'observabilité LLM assez tôt. Je pense qu'il y a un sujet sur si vraiment on est en train de construire un agent qui est le core, le feature core d'un produit, c'est vraiment central dans le produit, c'est la valeur. Je pense qu'il faut builder en Python. Aujourd'hui, c'est un peu... Il y a des gens qui trouvent que c'est évident, en parlant avec d'autres CTO, je me rends compte que c'est pas tout le temps le cas. Mais si vraiment c'est le core, en fait, dès que tu vas arriver sur des sujets d'éval, OK, je veux un peu optimiser ma latence, mes coûts, donc en fait je passe par des LLM, mais peut-être que je pourrais utiliser des modèles de NLP plus classiques. Tu vas avoir besoin de gens qui sont habitués à travailler avec Python parce que l'écosystème est là-dedans, les gens compétents font du Python. Donc il y a tout un sujet autour du langage. C'est indispensable de l'avoir et donc il faut réfléchir à comment tu l'intègres dans ta stack, mais je pense que ça nous aurait fait gagner du temps, en l'occurrence. Et la recherche sémantique, on en a beaucoup parlé, les gens commencent toujours par ça, mais déjà c'est un coût de stockage, parce qu'on stocke des gros vecteurs au lieu de stocker des petits bouts de texte, on stocke les deux en l'occurrence. Ça a de la complexité au niveau de l'infra, de quel vecteur DB j'utilise, et c'est pas en fait il y a des recherches beaucoup plus naïves qui marchent très bien, donc des trucs qui ont toujours existé via des moteurs de recherche textuelle comme Elasticsearch ou OpenSearch, qui marchent très bien, TF-IDF, BM25, c'est les algos classiques de recherche textuelle, ça marche très bien. On l'a vu avec Claude qui, lui, fait beaucoup de recherches dans le système de fichiers via des greps un peu bête et méchant, qui est plutôt de l'intelligence sur génère 5-6 queries différentes qui peuvent bien marcher. Et je fais une recherche là-dessus qui va être plus rapide, qui ne demande pas de stocker des vecteurs, etc. Et nous, je pense ça aurait été cool, on l'a pas fait, mais de commencer plus simple sur le retrieval. Surtout sur un catalogue où tu as déjà une bonne matière et un système de mots-clés qui marche. Et plutôt de complexifier au fur et à mesure sur mettre de la sémantique quand vraiment on voit les limites de la recherche par mots-clés. Donc pas sauter sur les vecteurs DB, pas sauter sur les trucs ça, je pense qu'au début c'est pas utile et puis c'est plus compliqué à interpréter en plus. Donc ça c'est vraiment les trois grands trucs, je pense. Observabilité, commencer simple sur la partie recherche, retrieval, tu vois, faire du retrieval par mots-clés, etc. Et utiliser Python si votre core produit va être sur leverager la donnée, améliorer les modèles, les évaluer. Si c'est une feature dans un SaaS qui utilise l'IA, c'est très bien en Node, en TypeScript, c'est très bien. Ok, trop bien. Écoute, merci d'avoir passé, je pense que ça va faire une grosse demi-heure qu'on est ensemble. Et puis on se revoit, j'imagine, pour reparler d'Eval. Avec grand plaisir. Et une autre occasion, et creuser un peu. Avec plaisir, bien sûr. Merci encore d'être venu. Trop bien. Merci à vous.